bonjour à tous, bienvenue dans ce hors-série de Regard Connecté. Alors je dis bienvenue comme si c'était chez moi, c'est pas du tout chez moi, c'est chez toi Thomas. Salut Thomas. Salut Adrien. Ça fait 1 an et demi maintenant que tu as lancé Regard Connecté, tu as fait plus de 40 interviews je crois, de chercheurs, d'entrepreneurs, de penseurs autour de l'innovation. Et dans ces 40 numéros de Regard Connecté, il y a un thème qui revient quand même très souvent, c'est celui de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que ça, mais ça revient très souvent. Pourquoi l'IA ? Parce que c'est le gros sujet du moment. Dès qu'on parle d'innovation, forcément, on parle d'intelligence artificielle, comme hier on parlait de big data et toutes ces choses-là. Mais l'intelligence artificielle, même si on en parle beaucoup, on ne sait pas forcément ce que c'est pour de vrai, de quoi elle est capable cette intelligence artificielle, et jusqu'où elle peut aller et les changements sociétaux que ça peut impliquer. Donc l'idée avec tous ces gens-là, c'est d'avoir un œil justement sur ces transformations avec des points de vue très différents. Donc tu es vraiment allé à la source, essayer de comprendre déjà de quoi on parle tout bêtement. C'est pas un mot magique, intelligence artificielle, il y a une science derrière, il y a des technos. Si tu devais retenir une chose de ton périple en termes d'intelligence artificielle, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné en fait dans ton enquête ? Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'en fait personne n'est vraiment d'accord sur réellement où en sont les chercheurs aujourd'hui. Il y a tout ce que les GAFA du côté américain, BATX du côté chinois font plein d'annonces, mais c'est pas toujours très bien compris ou très bien perçu en tout cas par les observateurs. Et ce qui est intéressant justement, c'est de mettre en perspective ces points de vue pour essayer d'en tirer, alors pas une vérité parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui, mais en tout cas d'essayer de vraiment mieux comprendre ce sujet qui est très complexe, comme tu le disais, de la recherche aux applications concrètes. D'accord. Donc l'idée, ça a vraiment été, c'est ce qu'on va faire là pendant 40 minutes, de débullshitiser un petit peu tout ça, de revenir un petit peu à la base de ce qui se passe dans les labos, dans les entreprises qui travaillent vraiment là-dessus, et d'essayer de vulgariser un peu tout ça. C'est ça, et du coup on va commencer avec une définition où ce qui était intéressant c'était d'avoir aussi bien un chercheur renommé comme Jean-Gabriel Ganassia, mais aussi Idrissa Berkane, mais aussi vous verrez Laurent Alexandre et d'autres gens qui du coup permettent de construire une définition qui est multidisciplinaire et qui va chercher dans plein d'imaginaires différents. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Je crois qu'il faut s'en rappeler. Elle a été inventée en 1955 par 2 jeunes gens à l'époque qui avaient 28 ans, John McCarthy et Marvin Minsky. L'intelligence artificielle, c'est le logarithme de demain, d'aujourd'hui. Avec elle, quand elle sera bien faite, en 1 seconde, tu pourras faire quelque chose qui prenait des mois. Et avant même d'être une série d'algorithmiques, la définition est tellement, elle a un côté historique, elle émerge de plusieurs décennies d'histoire, elle s'est imbriquée dans un système sociotechnique avec de la littérature, de la science-fiction, de l'ingénierie, de la science, de l'entrepreneuriat. Et donc moi j'aime bien la définir au départ comme un imaginaire sociotechnique, un imaginaire collectif. On peut subdiviser l'histoire de l'intelligence artificielle en 4 phases. La première, c'est les algorithmes à la papa traditionnels. C'est pas vraiment intelligent. C'est ce qu'on a fait jusque vers 2010. La deuxième étape, le deuxième âge, c'est à partir de 2012. C'est ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire qu'on reproduit un petit peu le fonctionnement des neurones de façon extrêmement simple. Et quand on a énormément de données, ça permet à l'intelligence artificielle de deviner les modes d'organisation de la connaissance. Reconnaître une image, reconnaître le langage, analyser un scanner. C'est très spécialisé, c'est pas du tout transversal comme le cerveau humain, mais ça peut analyser une radio mieux qu'un radiologue. Ça peut conduire une voiture mieux que le meilleur des conducteurs. J'aime beaucoup quand on a découvert les logarithmes. Tu sais qu'on a découvert les logarithmes au départ mathématiquement pour libérer le temps de cerveau disponible des astronomes. Parce qu'en fait, le principe fondamental du logarithme, c'est de transformer une multiplication en addition. Faire une multiplication sur le papier, c'est beaucoup plus long que de faire une addition. Les astronomes devaient faire des tonnes de multiplications tous les jours sur le papier. Avec une table logarithmique, tu dois faire évidemment au départ calculer tous les logarithmes, mais tu le fais une seule fois. Ensuite, tu imprimes la table comme un gros taré et du jour au lendemain, dans toute l'Europe, tu vas réduire le temps de travail pour la même tâche, mais par 100 ou 1000. Parce que le nombre d'opérations mentales qu'il faudra faire pour calculer une orbite, prévoir une éclipse, etc., va être réduit de 100 ou 2000 parce que ce ne sera plus que des additions à faire par rapport à des multiplications. Et donc Pierre-Simon de Laplace avait dit « Béni soient les logarithmes parce qu'ils rallongent notre durée de vie ».
C'est-à-dire qu'en 100 ans, à l'époque c'était pas 100 ans l'espérance de vie humaine, mais disons en 160, 60 ans d'espérance de vie humaine, on peut faire beaucoup plus de choses. Et moi, Pierre-Simon de Laplace, en 60 ans, je vais pouvoir calculer beaucoup plus d'orbites, prévoir beaucoup plus d'éclipses, anticiper beaucoup plus de comètes. Donc béni soit... l'intelligence artificielle, c'est le logarithme de demain. Quel était leur objectif? Mettre en place une discipline scientifique qui avait pour but d'étudier l'intelligence avec les moyens de l'artificiel, avec les machines. Décomposer l'intelligence en éléments et ensuite reproduire ces différentes fonctions, ces facultés cognitives avec des machines, des ordinateurs en particulier. L'ordinateur était tout nouveau, il venait d'être réalisé en 1946, mais je pense que leur idée allait plus loin, puisque ils avaient un souvenir de la cybernétique. Marvin Minsky lui-même avait commencé à travailler sur les réseaux de neurones formels, et ça peut se réaliser avec des composants électroniques, c'est pas nécessairement un ordinateur. Donc voilà l'objectif initial. Si maintenant donc on regarde ce qui permet aujourd'hui de faire des progrès, ce qui a transformé le monde, c'est la discipline scientifique, parce qu'elle a rencontré des succès extraordinaires. On est capable aujourd'hui de reconnaître la parole, ça nous semble évident, mais qu'un signal audio soit directement transcrit, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est capable de reconnaître des images, on est capable de comprendre des sous-ensembles du langage naturel, on est capable d'avoir des machines qui démontrent des théorèmes, qui font des raisonnements automatiques. Tout ça, donc, joue un rôle central dans énormément d'activités contemporaines. Alors, il y a par-ci, il y a par-là, intelligence artificielle dans la banque, dans la distribution, dans le voyage, dans le marketing, dans le droit, dans la finance. Aujourd'hui, on a l'impression que toutes les entreprises, elles utilisent ou elles développent, ou au moins elles réfléchissent à ce qu'elles pourraient faire avec l'intelligence artificielle. Et puis évidemment, quand on creuse, on tombe souvent sur du vide. Alors, c'est tout l'objet de la séquence qui va suivre. On est allé demander à nos experts, concrètement, l'intelligence artificielle, elle peut faire quoi aujourd'hui, puis elle fonctionne comment ? On fait des progrès exceptionnels en intelligence artificielle depuis quelques années parce qu'on a inversé l'approche qu'on utilisait en informatique habituellement. Au lieu de programmer des machines avec des règles, cette fois-ci on les inverse. On donne des exemples à la machine et on la laisse découvrir ses règles. C'est grâce à ça qu'on entraîne des machines aujourd'hui à reconnaître leur environnement visuel. C'est comme ça qu'on reconnaît des chats sur des photos, qu'on reconnaît sur Facebook aussi en photo. Mais on apprend aussi à des machines par entraînement, par essai-erreur, à atteindre des objectifs. C'est comme ça qu'on apprend à des machines à jouer à des jeux vidéo, que dernièrement DeepMind de Google a battu le meilleur joueur de Go au monde. Simplement par entraînement, par essai-erreur, la machine a réussi à se calibrer, à trouver elle-même ses règles pour devenir experte sur toutes ses tâches. Et on va pouvoir le généraliser pour faire n'importe quel type de tâche, que ce soit dans la médecine, dans la finance, dans le droit, absolument toutes les tâches qu'on fait faire aujourd'hui par les êtres humains. L'intelligence artificielle, au début, n'a pas pour objet de copier le cerveau. Elle veut essayer de reproduire des facultés intellectuelles. C'est pas la même chose. Donc, on peut, bien sûr, s'intéresser à la modélisation de la physiologie. Ça peut être la modélisation de la rétine, ça peut être la modélisation de la cochlée, ça peut être la modélisation, effectivement, d'une partie du cerveau. C'est un objectif particulier. Il y a une discipline d'ailleurs particulière qui s'appelle la neuroscience computationnelle, dont c'est l'objet. L'intelligence artificielle se centrait sur autre chose, et se centre sur autre chose, qui est vraiment les fonctions cognitives et leur reproduction avec une machine. Et ça a fait l'objet de beaucoup de progrès depuis le début, et ça n'est pas fini certainement, il y a d'autres choses qu'on pourra faire. Alors c'est dû d'abord à des évolutions dans la réflexion, une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise de certains phénomènes, et puis c'est dû aussi à la puissance des ordinateurs contemporains qui permettent de faire des choses qu'on avait du mal à faire auparavant. Avec des algorithmes d'apprentissage profond qui tournent avec plusieurs centaines de couches de calcul parallèles, dont on ne comprend pas la façon dont les différentes couches articulent le poids qu'on attribue aux neurones artificiels des uns par rapport aux autres, ce qu'on a, c'est des données d'entrée, une fonction d'objectif et des données de sortie. C'est le principe de la boîte noire. Ce qu'on voit émerger, c'est la possibilité, dans certaines mesures, pour le marché, de traiter ce problème, de contourner le problème. Notamment en prêtant une attention très particulière à la façon dont on éduque les IA, à la façon dont on assemble ces jeux de données d'éducation, dont on les paramètre pour maximiser la confiance et minimiser les risques.
Pour aller plus loin, direction Berkeley avec le professeur Stuart Russell, pionnier de l'intelligence artificielle depuis les années 80. Un regard indispensable pour bien comprendre où on en est aujourd'hui du côté notamment de l'apprentissage profond, le fameux deep learning. What we're doing in artificial intelligence is gradually trying to generalize the capabilities of the algorithms so that they apply in more cases with less human intervention, right? So, and this is one of the problems actually with deep learning technology is that it's a tabula rasa technology, meaning you can't really put prior knowledge into it in a machine-readable form. And so, to a first approximation, it doesn't work. And how does a data scientist get it to work? Well, the data scientist thinks about the problem and then tries to figure out what implications that has for the only thing they can do, which is to modify the architecture of the network. So they can change the convolutional structure of weight sharing, they can try different activation functions, they can try different receptive field sizes, they can put the layers together in different orders, but that's a very limited way of expressing what you know about the problem. And it means that it's not really, as you say, it's not really a fully automated technology in the sense that human ingenuity is required in order for it to be successful. I think we are gradually learning how to make it more general. I was reading a paper that came out last week from DeepMind, where they showed that the AlphaGo system, which people has assumed was actually a Go playing program, could also, within the space of 2 hours, defeat the world's best chess program and the world's best shogi program. And so that shows that it has some generality. It's still limited to two-player deterministic turn-taking discrete blah 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 games. So it's not threatening to take over the world anytime soon. But that's how progress happens in AI. It's not by people shoehorning a piece of technology into another application by a lot of human ingenuity. It's by understanding how to make the technology more general so that you don't have to do the human ingenuity, right? That it's actually the machine's ingenuity, the machine acquiring knowledge and being able to use it for faster learning or better problem solving or whatever. Donc, si on comprend bien, pour l'intelligence artificielle, l'homme c'est à la fois le papa, le coach et le nutritionniste. Il la crée, il la façonne, il l'entraîne, puis il la nourrit. Il la nourrit de quoi? De données, de masse de données qui vont lui permettre d'entraîner l'intelligence artificielle et de la perfectionner. Dans ce domaine, nous dit le docteur Laurent Alexandre, les inévitables Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA, ils ont quelques longueurs d'avance. On est rentré dans un toboggan sans nous en rendre compte. L'Internet des objets, les séquenceurs ADN, tous nos capteurs génèrent des milliards d'informations. Il y a tellement de données produites chaque jour qu'aucun cerveau biologique n'est capable de traiter ces données. Par exemple, le séquençage ADN d'une tumeur, c'est 20 000 milliards d'informations. Aucun cancérologue ne peut traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation. Donc nous avons créé tellement de données que seule l'intelligence artificielle peut analyser les données. Et puis en même temps, comme on a beaucoup de données, ça renforce encore l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données pour progresser. Donc finalement, le déluge, le tsunami de données, entretient la force de l'intelligence artificielle et rend l'intelligence artificielle absolument indispensable. Donc on voit bien que toute la dynamique du web conduit finalement à ce que l'intelligence artificielle soit de plus en plus forte et de plus en plus indispensable. Nous nous sommes mis dans un piège. Alors pour Laurent Alexandre, c'est vrai que nous, petits Européens, on est mal partis, on n'a pas de GAFA. Et du coup, sur le volume de données, on va avoir un petit peu de mal à suivre. Heureusement, il y a des nouveaux modèles qui permettent de travailler différemment, avec un peu moins de données, des données peut-être mieux qualifiées. C'est ce que vont nous dire Stéphane Mallard et Stuart Russell. Pour entraîner ces modèles, certains de ces modèles, on a besoin de beaucoup de données.
Alors je pense qu'ils vont faire du lobbying et qu'ils trouveront moyen d'avoir ces données, même de les rendre anonymes, en tout cas de pouvoir les utiliser, ça c'est la première chose, donc c'est un faux frein entre guillemets. Mais ensuite on a aussi de nouveaux algorithmes qui sortent en ce moment, qui donnent de très bons résultats avec très très peu de données. Je pense au modèle de Brandon Lake par exemple, qui commence à fonctionner de l'université de New York, si je ne dis pas de bêtises, qui commence à reconnaître des patterns avec très très peu de données. On va aller de plus en plus vers ce type de modèle. The idea that you can't build AI systems unless you have a billion people in your database, I think this is just complete nonsense. It really has nothing to do with it, and it's a result of sort of an oversimplification that, you know, data is important, more data therefore is more important, data is the new oil, who has the new oil, you know, what is the Saudi Arabia of data? Oh my goodness, it's Google or it's China or something like that, you know, we don't have any oil in Europe. I mean, this is just such nonsense, and people absolutely should stop thinking this way. Si on peut concevoir des réseaux de neurones et des algorithmes pour traiter et être efficace avec des petits volumes de données, la qualité de ces données est aussi primordiale. C'est ce que nous dit Marine Cotier-Slous, que j'ai rencontrée à Monaco. Marine a créé Lucine, une application de reconnaissance de la douleur. Elle va nous en parler. En fait, on s'est rapidement rendu compte avec mes équipes que c'est pas forcément l'algorithme. Le problème, c'est le jeu de données. Et le gros travail qu'on a fait depuis 3 ans et qu'on continue à faire, c'est avoir de la donnée qui va permettre en fait au machine learning ou à l'intelligence artificielle, il n'y a pas... Alors, les adeptes me diront qu'il y a une grosse différence, mais pour les, on va dire en termes de vulgarisation, il n'y en a pas. C'est ce qu'on va donner à manger en fait à l'intelligence artificielle. Elle va s'entraîner, elle va apprendre avec ça. Et là après, elle va pouvoir effectivement être performante. Si le jeu de données à la base n'est pas bon, ou pas suffisamment performant, on aura une intelligence artificielle pas suffisamment performante. Je vais prendre un exemple. Sur la douleur, il existe une base de données qui a été créée en 2004. Cette base de données-là n'est pas assez performante, n'est pas assez détaillée, n'est pas assez de bonne qualité même en termes d'image en fait. Pourquoi ? Parce que du coup l'algo ne peut faire qu'une seule chose avec ce jeu de données-là, dire la personne a mal ou la personne n'a pas mal. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Donc nous par exemple on est en train de créer un jeu de données où on peut être hyper détaillé. Mais pour être hyper détaillé, il faut créer un jeu de données hyper détaillé. Et un jeu de données, spécifique. C'est-à-dire que le gros souci souvent des personnes qui font par exemple de la reconnaissance faciale, et les gros GAFA, c'est exactement ce qu'ils font, prendre plein de données sur internet, alors c'est vraiment de la big data pour le coup, et ils font de la reconnaissance faciale et vocale qui est performante mais pas super performante. Parce que pour être super performante, si moi je veux faire de la reconnaissance faciale sur la douleur, il faut que je puisse avoir des images spécifiquement sur la douleur et le niveau qui m'intéresse. Donc c'est le gros travail qu'on a fait, c'est là-dessus en fait. C'est récolter la bonne data et faire certes de la big data mais qu'on requalifie. Et en fait on arrive du coup à avoir une donnée pour l'apprentissage du machine learning qui devient très précise. Et en cela, plus la donnée est précise et de qualité, plus ton machine learning va être performant et va bien s'entraîner, et plus en conditions réelles, du coup il va vraiment performer, quoi. Voilà. Donc ça c'est le gros boulot sur lequel on continue à travailler, et d'ici la fin de l'année, du coup, le jeu de données reconnaissance faciale douleur, on sera les seuls dans le monde à avoir ce jeu de données-là, par exemple. Voilà. On va insister un petit peu sur la donnée, le nouvel or noir, blablabla, comme le disait le professeur Stuart Russell, parce que la question, elle est quand même importante, et puis en tout cas, elle est médiatisée. Pour creuser un peu plus, Thomas est allé voir Rand Indy. Rand Indy, c'est le fondateur de Snips. Il a été distingué par la revue du MIT comme un des innovateurs les plus influents de notre époque. Et Rand lui a parlé de son idée qui est assez iconoclaste, c'est de créer finalement, pour entraîner l'intelligence artificielle, des fausses données, des fake data. Pendant des années, en fait, les GAFA ont voulu nous faire croire qu'ils avaient besoin d'énormément de données pour entraîner les IA. Ce qui est vrai dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on a besoin de data pour entraîner en fait ces algorithmes de machine learning. Par contre, ce qui est faux, c'est de dire qu'ils ont un avantage considérable grâce à leurs données. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que la majorité des cas d'usage de l'intelligence artificielle n'ont pas encore été inventés. Et donc, quand bien même Google et Amazon et Facebook et tout le monde a énormément de data, ils ont de la data sur ce qu'on connaît déjà. Ils n'ont pas encore de data sur ces futurs use cases. Personne n'en a en fait, par définition. Si personne n'a parlé à une machine à café en japonais, personne n'a des exemples de comment parler à une machine à café en japonais. Point. C'est comme ça. Et donc, la manière dont nous, on a résolu ce problème, sachant qu'on n'a aucune donnée, on n'est pas un GAFA, on a inventé en fait une technique pour créer de la fake data pour entraîner ces algorithmes de machine learning. Donc, comment ça marche ? Disons que j'ai envie de créer un assistant vocal pour
contrôler la télé. J'ai pas de data, comment est-ce que je fais? Soit je rentre à la main chaque exemple, mais du coup je vais jamais réussir à penser à tout, ou alors on utilise notre technologie et à partir de quelques exemples qu'on va donner, donc je vais donner une dizaine d'exemples moi-même, en fait la machine va utiliser une combinaison d'algorithmes et d'humains pour générer des milliers d'exemples additionnels. Et donc grâce à ça, on est capable de simuler l'équivalent de ce qu'on aurait eu comme data pendant 6 mois avec des vrais utilisateurs, mais en seulement quelques heures. C'est ce qu'on appelle en fait de la génération de données, du data generation. Et je suis convaincu que tout le monde va en fait aller vers ça pour une raison simple, c'est que ça permet de résoudre le problème de comment trouver de la donnée avant même d'avoir lancé un produit sur le marché. On est de retour en plateau. Thomas, on a beaucoup parlé de technologie, de science, de recherche dans la partie précédente du documentaire. Là, on va passer un peu aux questions de société. Et notamment à une question qui est vraiment cruciale quand on parle d'intelligence artificielle, c'est celle de la vie privée. Puisqu'on va confier nos données à l'intelligence artificielle pour qu'elle leur rende des services, si je schématise. Tous les chercheurs dans leurs labos, dans leurs entreprises que tu as interviewées, c'est une préoccupation pour eux, ça, ou c'est pas leur problème? C'est forcément une problématique centrale, notamment quand on parle d'intelligence artificielle à l'échelle pour impacter la vie des gens. On a forcément besoin d'accéder à de la donnée privée sur leur compte, ce qui est une bonne chose pour pouvoir entraîner des algorithmes. En santé, par exemple, on a besoin de récupérer beaucoup d'informations, évidemment, pour pouvoir détacher des modèles et analyser les choses dans des grandes masses et faire des vraies avancées. Mais d'un autre côté, il faut faire attention. Comment on manipule cette donnée, comment on la récupère déjà, comment on la manipule, qui la manipule. Il y a des gros sujets sur les GAFA, notamment, et où elle va, où elle est stockée, comment elle est réutilisée éventuellement. Voilà, donc il y a des gros sujets là-dessus, mais évidemment les acteurs, alors certains pour masquer peut-être des choses un peu moins super, font des grandes annonces sur le sujet, mais font pas grand-chose derrière. Aujourd'hui, il y a un cadre européen qui évolue pour essayer de contraindre et de réglementer tout ça pour que l'Europe justement impose un peu ses visions éthiques. Il y a plein de sujets là-dessus qui sont vraiment passionnants. On va voir ça tout de suite. Nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Lénine expliquait au moment de la Révolution russe, les bourgeois de gauche sont les idiots utiles de la Révolution. Et nous, finalement, quand nous mettons des photos sur Facebook, sur WhatsApp, nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Nous éduquons gratuitement jour et nuit l'intelligence artificielle qui va devenir de plus en plus forte et de plus en plus indispensable. Nous nous sommes mis dans un piège, il faut réfléchir à la façon d'en sortir et de ne pas sortir de l'histoire en ayant donné toutes les clés du futur à l'intelligence artificielle et à ceux qui possèdent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon en Amérique, et puis Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi en Chine. Si on définit de façon un petit peu cavalière l'intelligence artificielle comme du big data à l'échelle, AI is big data at scale. C'est vraiment ça. C'est les flux et les stocks de données à l'échelle. Eh bien, la taille de marché critique, elle compte. Donc, une stratégie française d'IA n'a de sens que dans son articulation avec une stratégie européenne. Parce que 60 millions de consommateurs, ça compte pas. 500 millions, ça compte. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ces deux pays continents qui ont des marchés intégrés, le nôtre n'est pas intégré. On n'a pas de marché intégré du numérique. Il faut qu'on y arrive. On n'a pas de libre circulation des données. Il faut qu'on y arrive. On a créé les conditions de la régulation avant de créer les conditions de l'émergence. Du fait de nos valeurs, c'est important de défendre nos valeurs, mais c'est une contrainte. Il va falloir qu'on trouve les moyens de libérer des espaces d'expérimentation pour nos chercheurs, pour qu'ils puissent expérimenter et déployer à l'échelle. Parce que l'IA, c'est une question de corrélation, et c'est une ère de corrélation algorithmique à l'échelle qui fait s'effondrer deux frontières. La première frontière entre données personnelles et données générales. La deuxième frontière entre l'expérimentation et le déploiement. Avec l'IA, si faire de l'IA, c'est savoir éduquer un algorithme avec plusieurs dizaines, voire centaines de millions de points de données, par exemple d'images, pour l'entraîner, expérimenter, c'est faire à l'échelle. Et donc, on voit un déport de la recherche des laboratoires dits académiques vers des laboratoires intégrés dans les multinationales, parce que cette frontière est en train de tomber. Donc, si nous, Européens, on veut pouvoir avoir les moyens d'une recherche de souveraineté, et de puissance qui est essentielle parce que l'IA, le numérique, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de puissance. Si on veut pouvoir se donner moins d'être puissant et souverain, il va falloir qu'on articule notre régime légal qui, avec le RGPD, va être très contraignant, mais aussi nous permettre d'articuler nos valeurs par rapport à ce qu'on veut. Mais il va falloir qu'on articule des zones d'expérimentation
à l'échelle. C'est ce qu'on appelle en anglais les regulatory sandboxes, des bacs à sable où on va tester des choses. Et on va tester des choses à l'échelle. En mai 2018, il y a quelque chose qui s'appelle le GDPR. C'est une nouvelle réglementation autour de la gestion des données personnelles qui s'applique à l'ensemble des territoires européens. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce ne sont pas que les entreprises européennes qui doivent se conformer à cette nouvelle réglementation. C'est toutes les entreprises du monde, qu'elles soient chinoises, européennes ou japonaises ou américaines, si elles veulent proposer un produit ou un service à un résident européen, elles vont devoir suivre les mêmes règles. Donc c'est très important parce que dans ces règles-là, il y a par exemple le droit à l'oubli. C'est-à-dire je peux demander à quelqu'un de m'oublier. Mais il y a, très important, le droit en fait à la portabilité des données personnelles. Donc je peux demander à Google de transférer mes données vers un autre provider de manière complètement transparente, comme je changerais d'opérateur téléphonique. Le droit à la portabilité des données personnelles a un impact absolument énorme parce que ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, je peux demander à Google de transférer ma donnée vers un autre moteur de recherche de manière totalement transparente, un petit peu comme quand je change de numéro d'opérateur téléphonique, je garde mon numéro de téléphone. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ça décilote, ça casse en fait ces barrières que les GAFA ont autour de leurs données qu'ils ont sur leurs utilisateurs en permettant à l'utilisateur de les donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est une opportunité pour les entreprises européennes finalement de récupérer et d'avoir accès à de la donnée qu'avant on n'aurait jamais pu espérer avoir. Donc prenons l'exemple de Uber quand tout le monde a commencé à changer d'opérateur parce qu'ils en avaient marre de cette société. Imaginez si en plus de changer d'opérateur, vous pouvez prendre toute votre data avec vous. C'est parfaitement plausible de penser qu'un concurrent pourra émerger avec peut-être des valeurs éthiques qui seront beaucoup plus alignées avec celles d'une population, où la population de manière massive ira vers ce nouveau service en prenant sa donnée avec elle et en demandant au provider initial en plus de ça de l'effacer. Donc ça va permettre en fait de regagner du terrain et de reconquérir finalement du territoire numérique alors qu'avant on n'avait absolument aucune opportunité. Alors Thomas, on en arrive à la grande question, à celle en tout cas qui fait que l'IA aujourd'hui c'est extrêmement médiatisé, c'est est-ce qu'une intelligence artificielle va me piquer mon job demain ou après-demain? Quand est-ce que ça va arriver et comment est-ce qu'on s'y prépare? J'ai envie de te dire, ton job déjà à toi de journaliste, il est déjà remplacé sur des tâches très simples et en fait c'est pareil pour tous les métiers. Un robot journaliste qui va écrire par rapport à la météo ou à de la donnée d'élection, sortie des urnes par exemple, un robot peut le faire, c'est de la donnée à manipuler, ça c'est pas compliqué, on sait déjà très bien le faire avec des machines. Par contre, là on est vraiment sur de la tâche spécifique, comme un radiologue qui va analyser une radio. Voilà, il a ses patterns, il sait analyser sa radio, la machine va savoir analyser la radio. Par contre, dès qu'on va rentrer dans quelque chose de plus... Alors évidemment, là où l'humain est différent sur l'émotion, sur l'empathie, sur la créativité aussi, là on a encore de beaux jours devant nous, je pense. C'est rassurant. Un bon chien de berger, il te rentre les moutons dans l'enclos, il te les surveille, toi t'es là tranquille. Il va faire tout un tas de choses que tu aurais pu faire toi et encore. Le chien de berger il va plus vite que toi. Il fait même des choses que tu n'aurais pas pu faire toi. Et c'est ça en fait, la domestication du silicium. Une bonne IA, c'est comme un chien. Tu peux l'adapter à plein de situations. Ça peut être un Saint-Bernard avec un tonnelet de rhum pour sauver des gens. Ça peut être un chien des mineurs. Ça peut être un chien d'attaque. Il peut servir à racketter des gens si t'es un salopard. Ça peut être un chien de compagnie. Ça peut être un golden retriever qui va sauter dans la piscine, ou comme un labrador, tu sais, les labradors, quand ils voient un gamin dans la piscine, une fois sur deux, ils aboient, ils sautent, ils te le ramènent. L'IA, elle a cette activité-là, c'est-à-dire que c'est un chien qui évolue 1000 milliards de générations par seconde. Dans l'articulation du couple homme-machine, il faut vraiment trouver l'articulation et la complémentarité dans ce en quoi la machine va pouvoir faire mieux que l'homme, notamment en nous débiaisant et en réalisant une série de tâches avec un rapport coût-effort, une productivité bien supérieure. Et pour ce faire, il faut moi j'ai l'habitude de définir l'IA aussi comme une architecture algorithmique sociotechnique. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est surtout de l'intelligence collective. Les hommes développent, éduquent, paramètrent, déploient, testent, vendent ces algorithmes. D'ici 2030-2035, le problème qu'on va avoir, c'est un problème social, c'est la mise en concurrence des travailleurs intellectuels avec l'intelligence artificielle. La concurrence des travailleurs manuels avec des robots polyvalents, ce n'est pas avant 2030-2035, donc on a le temps de nous y préparer. La vraie urgence sociale, politique, éducative dans les décennies qui viennent, c'est la mise en concurrence des travailleurs intellectuels, les comptables, les bureaucrates, les gens qui traitent des données et qui très probablement vont dans 5, 10, 15 ans ne plus être compétitifs face à l'intelligence artificielle, même si elle n'a toujours pas conscience d'elle-même. Elle fera les comptes mieux que le meilleur des comptables sur Terre.
Ce qui est intéressant avec cette révolution de l'intelligence artificielle, c'est que c'est plus les métiers manuels, ouvriers qui sont ciblés, c'est les métiers intellectuels. C'est les comptables, c'est les juristes, les avocats, les journalistes et aussi les radiologues, la médecine. Alors on va écouter le docteur de Normandie qui va nous expliquer un petit peu comment le monde de la santé voit cette révolution et surtout comment il devrait revoir assez profondément la formation des professionnels de santé. On a repensé complètement les compétences des gens. C'est-à-dire que la compétence, elle n'est pas de savoir par cœur comme on apprend, on fait apprendre aux étudiants quand ils passent le CN, aux élèves infirmières, comment on va, quel est le dernier traitement de l'infarctus du myocarde. Ça, on l'a directement sur ses outils. Le sujet qu'on a, donc c'est pas apprendre des connaissances, c'est apprendre des compétences. Et dans les compétences, on a plusieurs champs. On a un champ qui est toute la compétence relationnelle avec l'autre. Donc comment je l'écoute, comment je suis capable de construire une décision, comment je suis capable de chercher un compromis. Ça, c'est complexe. On a un deuxième élément très important qui est comment je sais utiliser les connaissances disponibles. Et je suis très frappé sur des sujets comme l'intelligence artificielle. Vous interrogez 150 étudiants en médecine, qu'est-ce qu'ils attendent de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle va apporter en médecine? Dans l'ensemble, les gens sont blancs. Pourquoi? Parce qu'on ne leur en parle jamais. Et quand et le peu qu'ils entendent, c'est l'intelligence artificielle va prendre votre place. Vous allez être l'infirmière de demain. C'est une bêtise absolue. C'est une bêtise. Si on veut réfléchir sur l'utilisation d'outils qui vont nous permettre de rendre cette connaissance encore plus précise et encore plus fine pour proposer à un patient la bonne solution, à ce moment-là, ça devient un atout exceptionnel. Si par contre on reste dans la situation dans laquelle on est, eh bien à ce moment-là, cette production de connaissances avec l'intelligence artificielle, si on n'en fait pas un atout, on va la subir, et à ce moment-là, ça ne va faire qu'augmenter cette espèce de fossé qui est en train de se côté, et donc ce manque de reconnaissance avec tout ce que ça peut comporter comme souffrance des patients. On va écouter maintenant Nicolas Miel sur cette révolution qui nous attend. Alors dans son analyse, il mêle l'économie, la sociologie, la technique, et il nous propose une réponse plutôt décapante. Allez aujourd'hui dans les boîtes du CAC 40, prenez typiquement l'exemple des sièges sociaux, regardez il y a 5 ans combien il y avait d'assistants de direction, combien il y en a aujourd'hui. Même chose pour les agences de voyage. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus s'extraire complètement la question. Et il y a un discours de complémentarité articulé, qu'il faut articuler, qui est indispensable. Mais il y a aussi, oui, un effet de remplacement et d'automatisation. Oui, tout à fait. Alors, généralement, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont assez schumpeteriens et qui disent on a toujours détruit des jobs, mais on va en recréer d'autres avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est vrai, on a toujours détruit des jobs, on en a recréé d'autres, sauf que cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de l'être humain au travail. On s'attaque à son intelligence. Ce qui veut dire que dans la phase de transition, effectivement, on va recréer d'autres jobs, mais on risque d'en créer à un rythme beaucoup moins important que ceux qu'on va détruire. En fait, c'est une bonne nouvelle, parce que si on détruit ces jobs, c'est que c'est pour créer plus de valeur. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à répartir cette valeur convenablement? On parle de revenu universel, de toutes ces choses-là. On crée toutes ces intelligences artificielles parce que ça crée de la valeur, mais les jobs ne risquent pas de suivre cette fois-ci. Est-ce qu'on a affaire à une création destructrice ou une destruction créatrice? On connaît bien le mouvement schumpeterien de création destructrice dans lequel on perd certains emplois, il y a une grande transition, voire une transhumance avec des destins personnels qui sont parfois brisés durement, mais beaucoup des emplois sont créés, généralement en volume bien supérieur, et surtout le niveau de vie moyen augmente pour tous, pour tout le monde, dans tous les domaines, la santé, le transport et bien d'autres encore. Donc la question de cet équilibre entre destruction créatrice et création destructrice, c'est de savoir si, pour la première fois, du fait de la vélocité, de la magnitude que représente la révolution de l'IA, qui semble se décliner non plus sur une centaine d'années ou sur 50 ans, comme ça a été le cas pour la première et la deuxième révolution industrielle, mais sur une période beaucoup plus courte, d'une vingtaine d'années. 1. 2. Qui semble toucher un volume, et là c'est pas qui semble, qui touche un volume démographique bien supérieur à ce qu'on a connu. La première révolution industrielle de la vapeur, c'est 1 milliard d'êtres humains. La deuxième du pétro-électricité, c'est, on va dire, un peu moins, je crois que c'est 1,8 milliard, mais un peu moins de 2 milliards. La troisième, dans les 50, c'est, donc de la première vague d'informatique, c'est 2,5 milliards. On est aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète. Donc organiser la grande transition sur 20 années plutôt que 200, de 7 milliards plutôt que d'1 milliard, ça va pas être facile. Si nos cerveaux biologiques sont forcément battus sur la puissance de calcul, le docteur Laurent Alexandre nous en dit plus sur les avantages que nous avons encore aujourd'hui face aux machines. On a par rapport à l'intelligence artificielle un avantage. Nous sommes très polyvalents, très flexibles, et notre cerveau est capable de s'adapter très vite.
On a un inconvénient, on est très lent et on a très peu de mémoire. Et nous communiquons de cerveau humain à cerveau humain très lentement. Nous échangeons à 10 octets par seconde, pendant que l'intelligence artificielle peut échanger d'ordinateur à ordinateur, dès à présent, à 1000 milliards d'informations à la seconde. Donc nous avons des supériorités, nous avons des infériorités. Il faut bien sûr magnifier là où nous sommes supérieurs à l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes moins bons que l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle est capable de garder en mémoire 1 milliard de scanners. Aucun radiologue n'est capable de garder en mémoire 1 milliard de scanners. Donc sur tous les sujets techniques, nous risquons d'être dépassés par l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut que l'école magnifie et nous emmène là où nous sommes complémentaires dans l'intelligence artificielle et non pas substituables. L'IA, ce n'est pas qu'un enjeu de business, de puissance ou d'emploi derrière cette nouvelle technologie, mais comme derrière bien d'autres technos en réalité, se posent des questions éthiques, philosophiques même. Alors nos chercheurs et entrepreneurs, ils se les posent ces questions, ils les éludent pas. Et ils portent dessus un regard vigilant, mais pas forcément alarmiste, vous allez voir. Je préfère pas trop parler d'éthique et plutôt de politique, même s'il y a un champ valide dans les deux domaines, mais avec l'éthique, on donne souvent l'impression qu'on peut déléguer à une équipe, on dirait en anglais d'éthiciens, la résolution de certains grands problèmes. Or, ces grands problèmes, comme on l'a vu, ils sont plus politiques de mon point de vue qu'éthiques, ils sont plus politiques que techniques. Bien équilibrer les problématiques d'accès, les problématiques de contrôle, les problématiques d'accès, les problématiques de protection de la vie privée, c'est une question politique. Pourquoi ? Quand les Indiens, qui sont aujourd'hui plus de 1,2 milliard, vont, comme ils l'ont déjà fait aujourd'hui, en s'appuyant sur les technologies biométriques, de corrélation biométrique et demain d'intelligence artificielle, développer des produits de micro-assurance et de microcrédit qui vont permettre d'offrir à des fermiers du fin fond du Bihar un accès au capital plus avec un taux d'intérêt de 20%, mais à 7, 8, voire moins, ou 10%, mais en tout cas bien inférieur à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Qui va croire qu'on va pouvoir empêcher ces fermiers indiens d'avoir accès à ces produits ? Qui va leur expliquer que, oui, il y a encapsulé dans ce bargain, dans ce marché, probablement un sacrifice en matière de contrôle de leurs données personnelles et de protection de la vie privée. Mais leur urgence à eux, c'est celle du développement, c'est celle de la croissance, c'est celle de l'accès au capital productif. Qui va leur expliquer ça ? Il faut qu'on ait cette conversation globale, mais elle ne va pas être facile à avoir. Donc. Et comme le marché indien, comme le marché brésilien, est un marché qui a la taille critique, la masse critique pour avoir un impact global, eh bien, l'émergence d'un marché de la micro-assurance et du microcrédit, y compris dans le domaine de la santé, avec des données génétiques qui sont très sensibles, l'émergence de ce marché en Inde va avoir un impact sur le monde entier, en Afrique, donc, qui est l'autre continent qui fait face à une vague d'explosion démographique, qui a besoin de solutions innovantes en matière de développement, on va recevoir, on va avoir à traiter ces questions, y compris chez nous. Donc c'est pour ça que c'est plus politique, de mon point de vue, qu'éthique. Je pense qu'en fait, on est déjà en train de faire les bonnes choses. En obligeant en fait les entreprises étrangères à jouer le jeu européen, on est non seulement en train d'imposer les valeurs européennes à l'échelle du monde entier, donc tout le monde va bénéficier. Si l'entreprise a fait l'effort de faire quelque chose qui est private by design, c'est là, quoi. Donc je pense que tout le monde en fait y bénéficie. Mais très important aussi, il y a en ce moment énormément de discussions autour de l'encadrement des plateformes. Finalement, toutes ces méga plateformes qui ont un impact énorme sur notre vie de tous les jours doivent être encadrées parce que les décisions qu'elles prennent ont un impact direct sur des milliards de personnes. On l'a vu avec les élections américaines, par exemple. Donc ça, c'est un énorme sujet en ce moment. Et au-delà d'un sujet de souveraineté, je pense que c'est un véritable sujet citoyen. Ce n'est pas les gouvernements qui essayent de récupérer quelque chose chez Facebook et Amazon. Ce sont les citoyens qui doivent en fait être protégés des dérives potentielles de ces plateformes qui aujourd'hui ont un contrôle absolu. Et l'homme augmenté, docteur, ça viendra, c'est inéluctable, nous dit notamment le professeur Nizan. Est-ce que ce sera pour le meilleur ? Pas sûr. Nous sommes au début de l'exponentielle et cette exponentielle va nous amener à être capables assez rapidement, pour la première fois dans l'histoire du vivant, de faire en sorte qu'une espèce puisse retourner sur sa création. C'est-à-dire, après en avoir déchiffré l'alphabet, de pouvoir en modifier le texte. Ça, c'est inédit et ça implique une responsabilité éthique considérable. On est tous totalement légitimes à vouloir réparer le corps humain lorsque celui-ci, pour une raison ou pour une autre, est malade et altéré. Par contre, les techniques de réparation
et les techniques d'augmentation sont les mêmes. Prenons un exemple. Actuellement, on sait faire des rétines à 600 pixels. Si demain, on est capable, grâce à ces technologies, d'avoir des rétines à 10 millions de pixels, alors que notre rétine actuellement est à 1 million de pixels, qui empêchera les gens de demander qu'on leur installe des rétines haute définition? Et donc, la même technologie qui cherche à protéger les personnes âgées contre la dégénérescence maculaire sera la même que celle qui sera utilisée pour l'augmentation de l'humain. Comment faire pour que dans une société multiculturelle comme l'est la société mondiale, nous ayons la possibilité d'encadrer ces évolutions? Car sur la rétine, ça ne nous choque pas trop, mais si on se met à parler du génome ou de l'intelligence, là, on risque d'avoir des effets d'entraînement massifs. Si dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on explique aux gens qu'ils peuvent vivre 150, 200, 300 ans grâce à l'intelligence artificielle, qui va résister? Qui va préférer mourir avec son Alzheimer à 75 ans si l'on peut vivre en bonne santé jusqu'à 250 ans? Pas beaucoup de gens. Donc oui, l'intelligence artificielle et les propriétaires de l'intelligence artificielle ont dans la lutte contre la mort et dans notre obsession contre la mort un allié extraordinaire. Nous risquons d'accepter toutes les grandes transgressions philosophiques et politiques pour mourir moins rapidement. Imaginez que dans 50 ans, nous soyons capables d'augmenter l'intelligence humaine parce qu'on aura découvert tous les gènes qui interfèrent, parce qu'on aura probablement découvert des solutions pour essayer d'améliorer la capacité de concentration, la durée de temps d'éveil, etc., etc. Et imaginez que tout d'un coup, on ait les moyens de modifier les capacités cognitives d'un individu. Croyez-vous qu'un État, comme par exemple la France, puisse rester isolé en disant « nous, on ne le fera pas », alors que tous les États autour de lui le feront? Bien sûr que non. D'autant qu'en Asie, ils n'ont pas lu Kant. Et nos vapeurs bioéthiques ne les concernent absolument pas. Ne sommes-nous pas un troupeau de bisons en train de courir vers la falaise? Les enjeux politiques sont énormes. Cette course à l'intelligence... On comprend maintenant que c'est plus tellement ça, mais on a cru que la technologie, c'était quelque chose de relativement naturel. C'est-à-dire que ça allait d'un point A à un point B, ça allait suivre une courbe linéaire, et que par définition, on n'avait pas d'emprise dessus. Ça porte un nom, ça s'appelle le déterminisme technologique. C'est une notion qui aujourd'hui est absolument essentielle et super pour penser la technologie. On commence à se rendre compte de manière beaucoup plus concrète que la technologie, qui est finalement la technique, n'est pas quelque chose de neutre qui tombe du ciel et qui modifie son environnement sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. C'est au contraire quelque chose qui se conçoit, qui se décide et qui, de ce fait, est un sujet éminemment politique. Donc effectivement, si nous ne faisons rien, nous laisserons à ces groupes une puissance considérable. On sait que l'histoire de l'humanité, c'est justement celle de pouvoirs qui se constituent. Mais je crois en même temps qu'il y a la possibilité de s'opposer à ces formes de nouveaux pouvoirs qui se constituent. Toute la difficulté, c'est que la logique, la réalité de ce monde est très différente de celui du monde antérieur. Et la façon d'agir, de renforcer les pouvoirs, la coercition n'est plus du même ordre, elle n'est plus physique, elle est mentale et intellectuelle. Je crois qu'il faut justement se donner les moyens de lutter contre ça. C'est assez difficile parce que nous n'avons pas encore les clés, parce que nous ne comprenons pas. Et je pense que ces groupes eux-mêmes ne savent pas exactement comment les choses vont advenir. Je ne pense pas qu'ils aient un plan particulier, même si leurs objectifs aujourd'hui sont d'une part de forger un imaginaire. C'est ce qu'ils essayent de faire à travers les fables transhumanistes qu'ils nous racontent. Et puis d'autre part, je crois qu'ils ont un objectif politique qui est de se substituer aux États, d'assumer à la place des États un certain nombre des fonctions qui relevaient
des attributs de la souveraineté. Et donc là encore, je pense qu'il faut arriver à dénoncer ce type d'action et justement redonner, à mon sens, à l'État, au sens où il est l'expression des volontés des citoyens, donc redonner à l'État toute sa place. Bien sûr pas un État totalitaire, mais un État démocratique et républicain. On voit bien que les grands industriels de la Silicon Valley, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi Tesla, la société d'Elon Musk et les autres sociétés qu'Elon Musk a créées, se prennent à jouer à Dieu. Ils ont fondamentalement une volonté démiurgique. C'est ce que Ray Kurzweil chez Google expliquait. L'homme, grâce aux neurotechnologies, aura dès les années 2030 un pouvoir démiurgique, godlike en anglais. Elon Musk est vraiment dans cette lignée-là. Avec ses fusées, il veut arriver sur Mars dès 2022, dès 2023. Avec ses implants intracérébraux, il veut que tous les humains soient compétitifs face à l'intelligence artificielle et beaucoup plus intelligents qu'ils le soient aujourd'hui. Il veut créer un train supersonique Hyperloop. Il crée une révolution de l'automobile avec ses voitures électriques intelligentes, une révolution de l'énergie avec ses cellules solaires. Il y a une volonté des industriels de la Silicon Valley de changer le monde, d'accélérer le futur, de renforcer à l'infini le pouvoir de l'homme. C'est quelque chose de radicalement nouveau. Jamais l'humanité n'a eu un tel pouvoir, jamais des industriels n'ont eu des ambitions aussi mégalomaniaques, aussi fantastiques, aussi incroyables. Quand on entend les gens de la Silicon Valley, on a l'impression d'entendre des livres de science-fiction, et pourtant ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des business plans. Aujourd'hui, il faut penser les innovations technologiques en fonction du désordre qu'elles créent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles organisent le monde. On a le sentiment que, par exemple, la race humaine est quelque chose qui est gouvernable par les chiffres, par les algorithmes, c'est-à-dire des suites d'instructions qui te font faire une chose plutôt qu'une autre grâce à des mécanismes subtils qui sont dans les environnements technologiques, les téléphones, peut-être les feux rouges, tout ce que tu veux. Et ce nouveau type de gouvernementalité-là, ça pose des questions qu'il faut adresser aujourd'hui à travers énormément de pédagogie, d'autant plus que les nouvelles technologies qui arrivent ont cette faculté qui est absolument géniale de s'insinuer de plus en plus profond en nous, à travers, comme tu l'as dit, alors demain les implants neuronaux peut-être, on ne sait pas exactement comment ça va marcher, qui vont nous faire changer la façon dont on perçoit l'environnement. Tu comprends ? Et ça c'est subtil parce que encore une fois, on se demande si on ne veut pas répondre à des grandes questions sociétales à travers des artefacts qui finalement vont toujours pas régler les questions politiques et les questions sociales sous-jacentes. Je crois qu'il faut faire très attention parce qu'il se peut bien sûr que les choses arrivent très vite. Parmi les mythes, justement, il y a le mythe d'Elon Musk qui est étonnant parce qu'il nous dit on va vous mettre des disques durs dans le cerveau, ce qui est formidable parce que vous allez pouvoir renforcer votre intelligence pour rivaliser avec l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que si jamais nous renforcions notre intelligence de cette façon-là, outre le fait bien sûr que c'est totalement irréaliste, mais si jamais nous faisions ça, ceux qui auraient du pouvoir, c'est ceux qui posséderaient ces disques durs, qui seraient capables de les mettre en œuvre et qui seraient capables d'ajouter ou d'enlever ce qu'ils veulent à l'intérieur de nos intelligences, donc qui nous soumettraient d'une façon beaucoup plus radicale que nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'humanité.